Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Actu Environnement. Ça y est, c'est écrit dans la loi mobilité en cours de discussion au Parlement. La France va interdire la vente des véhicules thermiques en 2040. Pour les remplacer, le véhicule électrique fait office de favori. On en compte 100 000 sur nos routes aujourd'hui, ils seront 4 millions d'ici 2030. Mais son bilan environnemental est-il vraiment positif? Si oui, à quelles conditions? Finalement, le remède sera-t-il pire que le mal? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Cécile Goubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'AVER, l'association de promotion du véhicule électrique. Et Aurélien Schuller, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager du pôle mobilité au cabinet Carbone 4. Alors, plusieurs études ont évalué le bilan environnemental de la voiture électrique. On y retrouve des bons et des mauvais points. Intéressons-nous aux points forts dans un premier temps. Cécile Goubet, quel est le premier avantage environnemental du déploiement du véhicule électrique en France ? Alors, le premier avantage environnemental du déploiement du véhicule électrique en France est tout simplement qu'à l'usage, il émet 0 g de CO2. Voilà, c'est déjà le premier avantage environnemental. Le deuxième, c'est aussi en termes d'amélioration de la qualité de l'air, puisque de la même façon, à l'échappement, il n'y a pas d'émissions de particules fines cancérigènes comme sur les véhicules thermiques. Et le troisième avantage environnemental, c'est au niveau de la pollution sonore. On n'y pense pas tout le temps, mais en ville, ça a quand même son importance. Par rapport à un véhicule thermique essence ou diesel, on est sur des rapports de combien par rapport aux émissions? C'est 0,0 ou... Alors ça dépend du périmètre qu'on prend pour l'évaluer. Et ça dépend aussi du mix énergétique du pays dans lequel on est. Donc si on dit juste sur la phase usage, c'est-à-dire quand je roule, le véhicule électrique en France, quand on a un mix énergétique qui est vraiment très peu carboné, on a un rapport à peu près de 20 entre le véhicule thermique et le véhicule électrique en termes environnementaux. Après, bien évidemment, il y a toute la question des analyses de cycle de vie. Donc, je suppose que... On y reviendra tout à l'heure. On essaiera d'avoir une vue un peu plus globale du bilan, plus que le simple usage du véhicule électrique. Monsieur Schuller, on a dit tout à l'heure, le bilan CO2 est très dépendant du mix énergétique. En France, c'est un mix décarboné. Est-ce que là, la tendance de la politique énergétique de la France va plutôt améliorer ou dégrader le bilan environnemental du véhicule électrique? Alors, il faut bien distinguer plusieurs sujets. Effectivement, quand on parle d'environnement, ce que rappelait Cécile, c'est qu'il y a la dimension nuisance sonore, qui est très importante notamment en ville, mais aussi qualité de l'air, donc les oxydes d'azote et les particules fines. Et là, si on parle bien de l'empreinte carbone, donc on va parler que de gaz à effet de serre, effectivement, il y a un avantage net pour le véhicule électrique en France, compte tenu du mix électrique bas carbone actuellement en France. Alors attention, c'est le mix électrique et pas énergétique en général, parce que c'est bien de la consommation d'électricité dont il s'agit. Et pour répondre à votre question, du coup, le mix électrique français est déjà peu carboné, donc à l'avenir, il le sera encore un peu moins décarboné. Si je peux me permettre d'ajouter un point, on vient de finir une étude avec RTE qui a été publiée il y a 15 jours maintenant, 3 semaines, et qui montre aussi du coup pareil les liens entre le véhicule électrique et la production d'électricité, et qui encore une fois avec du pilotage de la recharge des véhicules électriques permet en fait de mettre en face de la production d'énergie renouvelable de la demande à des moments où il n'y en a pas forcément. Donc ça veut dire que par exemple en local on pourrait tout à fait, et c'est déjà le cas sur certaines entreprises qui le font, recharger les véhicules à partir du moment où il y a des pics de production en photovoltaïque, et de la même façon de mettre de la demande en face des pics de production éolienne qui souvent arrivent en deuxième partie de nuit. Donc ça permet aussi quelque part de mettre de la demande d'électricité à des moments où il n'y en a pas forcément, et du coup de permettre dans une certaine mesure une meilleure stabilité du prix de l'électricité et donc un meilleur déploiement des énergies renouvelables aussi. C'est assez intéressant, mais ça me semble assez théorique. Est-ce que le réseau électrique français aujourd'hui est équipé suffisamment pour aller vers une maîtrise de la recharge, puisque si tout le monde branche sa voiture à 19 h le soir, on va accentuer la pointe de consommation plutôt que de la réduire. Est-ce qu'aujourd'hui, le système électrique français peut être amélioré simplement pour permettre cette maîtrise de la charge, ou il faudra aller beaucoup plus loin dans l'évolution, les investissements du réseau? Alors, il me semble que l'étude justement que viennent de finir l'AVER avec RTE permettent de bien répondre à cette problématique. Et la réponse, s'il la fait courte, c'est que oui, le réseau, le système électrique dans son ensemble est capable de tirer parti en fait, de ces véhicules électriques qui sont des batteries mobiles, qui peuvent, quand ils sont en charge, en tout cas branchés sur le système électrique, qui peuvent servir de tampon
soit pour absorber de l'électricité quand il y en a en excès de production, ou alors en fait différer leur charge de façon tout à fait simple, comme c'est le cas pour les ballons d'eau chaude, juste avec un signal tarifaire, ne serait-ce que ça. On peut différer la charge d'un véhicule électrique pour qu'elle ait lieu plutôt la nuit. Et d'ailleurs, le consommateur a tout intérêt à faire ça, puisque le tarif en heure creuse, comme l'a dit Cécile, est plus incitatif. Et donc autant recharger son véhicule quand le système électrique n'est pas en tension, en situation de tension. Et dans ce cas-là, privilégier les plages nocturnes pour recharger sa voiture. Ça serait transparent pour le consommateur? Il le brancherait, mais finalement, la voiture, elle ne se rechargerait pas tout de suite. Elle se rechargerait quand elle recevrait un signal. Alors, c'est déjà transparent pour les ballons d'eau chaude. Oui, et ça serait le même principe pour les... C'est une des modalités possibles. Après, il y en a d'autres qui sont plus smart, on va dire, qui permettent d'avoir des zonages en termes géographiques, mais de plages horaires aussi, pour recharger des véhicules de façon plus modulaire que ce signal qui serait on-off par rapport aux ballons d'eau chaude. Il y a différents types de modalités de recharge, plus ou moins pilotées. Et c'est en train de se développer, effectivement. Est-ce qu'il y a besoin d'une rupture technologique pour avoir ce type de recharge, ou c'est quelque chose qui est en train de se développer au niveau des équipementiers? Alors c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui, le pilotage de la recharge. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Il y a le côté smart charging, donc avec quels signaux je vais mettre mon véhicule en recharge. Et puis après, il y a le deuxième pendant qui est quel service mon véhicule électrique va apporter au réseau. Et donc là, ça couvre tout le spectre de ce qu'on appelle véhicule to grid, véhicule to home ou véhicule to X en fait. Où là, ça va être effectivement... parce que véhicule to grid, c'est on réinjecte sur le réseau l'électricité qui est dans la batterie. Tout à fait. Véhicule to home, on le réinjecte sur le réseau personnel de la maison. Oui, en gros, c'est de l'autoconsommation, ce qui permet de l'effacement aussi. Donc ça veut dire que... parce en fait, si vous... Au lieu de consommer le réseau, c'est ça? En fait, au lieu, par exemple, vous êtes à une heure de pointe entre 19h et 21h, donc c'est le moment où on sait que la courbe de consommation électrique en France est à son plus haut niveau. On pourrait tout à fait imaginer, donc il y a le pilotage très simple où on décale la recharge, on pourrait tout à fait imaginer que vous, dans votre maison ou même dans votre immeuble, en fait, à ce moment-là, il y ait un signal qui passe et en fait, le bâtiment ou la maison vient se servir en fait sur l'électricité stockée dans les batteries dans le parking. Et du coup, ça veut dire que le bâtiment ou la maison en fait, va s'effacer du réseau. Donc c'est de la consommation en moins. Ça, c'est quelque chose qui peut être développé à quelle échéance? Ça existe déjà, en fait. C'est ça qui est passionnant, c'est que finalement, quand on regarde chez certains constructeurs automobiles, alors il y a plein de projets, plein de démonstrateurs en ce moment en France, en Europe, etc. Mais par exemple, vous regardez en Asie, au Japon, cette solution d'effacement, bidirectionnalité, etc., c'est quelque chose qui a été mis en place très vite après Fukushima pour justement limiter les tensions sur le réseau après la fermeture des centrales nucléaires. Donc ça existe. Par contre, c'est un surcoût. Il faut s'assurer aussi que technologiquement, les bornes, les véhicules, le système énergétique, etc., tout ça fonctionne correctement. Mais en gros, on y va. Ce panorama que vous nous dressez là semble assez positif, mais, car il y a un mais, le bilan environnemental du véhicule électrique présente aussi des points faibles. Regardons ce qu'en pense la Fondation Nicolas Hulot, qui a réalisé une ACV complète du véhicule électrique. On a mené une étude d'impact environnemental des véhicules électriques sur plusieurs indicateurs. La voiture électrique citadine va avoir un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui est 3 fois inférieur à celui d'une voiture thermique essence. Maintenant, il faut aller regarder un petit peu au-delà et regarder les émissions de polluants qui peuvent avoir lieu notamment à la fabrication. Un véhicule électrique n'est pas forcément plus écologique qu'un véhicule essence ou diesel, tout simplement parce que la fabrication du véhicule pèse beaucoup plus. Les véhicules électriques sont un peu plus lourds et surtout on a une batterie à l'intérieur qui mobilise des matières premières de manière importante, dont l'extraction, la transformation et ensuite donc la production des cellules émet un certain nombre de polluants. Et c'est largement critiqué parce que cette fabrication se fait notamment dans les pays en développement aujourd'hui. Et par conséquent, finalement, le gain qu'on a à l'usage chez nous quand on roule pour dépolluer nos villes se fait quelque part au détriment de la pollution de l'air, des écosystèmes, de l'eau dans les pays en développement. Pour réduire l'empreinte environnementale des véhicules, il faut travailler à la fois sur le process de production des batteries, où on peut améliorer l'efficacité énergétique, ça c'est un des leviers principaux. Il faut travailler sur l'éco-conception des batteries afin de favoriser un meilleur recyclage. Et il faut travailler, pour nous, sur la législation en termes de recyclage pour pousser à augmenter le taux de matière recyclée. Aujourd'hui, sur une batterie, on recycle 50% du poids sec,
de la batterie, dont une bonne partie des ressources minérales. Mais aujourd'hui, le cours des matières premières minérales n'est pas suffisamment élevé pour pousser les industriels à recycler les matériaux. Aujourd'hui, on a une transition énergétique qui est en cours. Donc le véhicule électrique, il faut le voir non pas comme un équivalent des véhicules, on va dire, d'avant, mais comme les composantes d'un nouvel écosystème, celui de l'électromobilité. Alors on vient de le voir, la Fondation Nicolas Hulot axe beaucoup ses critiques sur l'aspect batterie du véhicule électrique. Cécile Gobet, on en est où dans la fabrication des batteries? Où sont-elles fabriquées? En tout cas, celles qu'on met dans les voitures françaises. Alors, il y a plusieurs aspects sur la partie batterie. Il y a la partie extraction des matières premières, la partie production des cellules, il y a la partie montage des packs, et après, il y a la partie où on l'intègre au véhicule. Et après, il y a toute la partie seconde vie de la batterie et la partie recyclage. Donc, ça fait quand même beaucoup de différents aspects. On sait que sur la partie extraction minière, à ce stade, c'est sûr qu'on n'en a pas en France et très peu en Europe, alors que pourtant, on a des gisements. C'est quel matériau dont on a besoin? En gros, il faut du lithium, il faut du cobalt, il y a à peu près 17 terres rares, je crois, qui sont utilisées dans les batteries. Et aujourd'hui, tous ces matériaux sont extraits hors Europe? Pour la grande majorité, oui. Mais ces matériaux ne sont pas utilisés que pour les batteries. C'est-à-dire que ce qu'il faut quand même garder en tête, et ça, on n'a pas toujours ces chiffres-là en tête, mais aujourd'hui, sur les terres rares, vous avez plus de 25% des terres rares qui viennent pour les véhicules diesel. Voilà. Après, il y a d'autres parties. En fait, les terres rares, elles vont servir à construire des aimants. Donc, c'est même pas sur la batterie, c'est sur la construction du moteur pour le véhicule électrique. Après, il y a la question du cobalt, qui là, on sait, il y a eu énormément de reportages aussi, où, voilà, on sait que c'est dans des conditions qui sont très compliquées. Les alternatives existent. Il y a quand même les constructeurs maintenant qui dans leur démarche RSE, vont chercher à sourcer du cobalt qui est produit durablement et dans des conditions de travail correctes. De la même façon, ils cherchent aussi à tout simplement diversifier et à se passer de cobalt. Donc il y a quand même des solutions qui existent. Après, il y aura toujours de l'extraction minière ou de la production d'électricité. Enfin, il faut produire l'énergie à un moment ou à un autre, quoi. Donc ça, c'est évident que les moyens de transport ne seront jamais totalement propres. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs étapes. Là, on a parlé de l'extraction qui se fait hors Europe. À quel moment de la chaîne de fabrication de la batterie on arrive en Europe? Ça dépend. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers mois de l'Alliance de la batterie, etc. Où l'idée, c'est vraiment d'avoir des usines de production de batteries en Europe. Donc, on va avoir cette partie production de cellules et assemblage des batteries en Europe. Donc, on en a déjà ou... on en a quelques-unes, avec des technologies différentes, dont un acteur français même, deux, et le reste va s'intensifier dans les années à venir. Monsieur Schuller, est-ce que la batterie, c'est vraiment le point faible principal du véhicule électrique? Disons que la batterie, c'est un peu comme une dette carbone que va devoir supporter le véhicule électrique. Vous avez plus, si je parle purement d'émissions de gaz à effet de serre, vous avez plus d'émissions pour la fabrication du véhicule compte tenu de la fabrication de sa batterie par rapport à un véhicule thermique. Mais par contre, à l'usage, vous allez récupérer cette dette carbone parce que vous émettez moins de gaz à effet de serre en utilisant la voiture électrique que la voiture thermique. Et en France, là où le mix électrique est très peu carboné, au bout de 30 à 50 000 km, donc ça correspond à dire 3 à 4 ans d'utilisation de la voiture, vous avez récupéré votre dette carbone. Et le véhicule, il va être utilisé pendant 15 à 20 ans. Et pendant toutes les années qui suivent, du coup, il va avoir des bénéfices carbone, c'est-à-dire qu'il va éviter des émissions par rapport à son analogue thermique. Quelles sont les évolutions technologiques prévues en matière de batterie pour réduire l'impact environnemental de ce stade de fabrication? Alors, il n'y a pas forcément que des évolutions technologiques. Déjà, il peut y avoir de l'amélioration des processus de fabrication, donc que ce soit l'efficacité énergétique dans les usines qui produisent ces batteries, qui assemblent ces cellules ou qui les implémentent dans les voitures, mais aussi l'utilisation d'une électricité bas carbone au sein même de ces usines-là. Parce que par exemple, quand on entend parler de projets de fabrication de batteries en Pologne, sur le plan carbone, ça semble être une bien moindre bonne idée que de produire en Suède ou en France, où là, le mix électrique est décarboné, et donc ça permettrait un cercle vertueux qui est de produire des batteries avec de l'électricité bas carbone, donc des batteries faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Il faut gagner sur la dette carbone d'origine, plus elle sera faible, mieux ce sera. On l'a
Mais c'est un cercle en fait. Enfin, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans le cadre de l'économie circulaire. Plus le véhicule électrique va continuer à rouler et plus sa dette environnementale sera inférieure à celle d'un véhicule thermique. Ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est la partie seconde vie. C'est-à-dire qu'on considère en général que la batterie d'un véhicule, on la sort du véhicule quand elle a perdu à peu près 20-25% de sa capacité et on peut s'en servir pour faire du stockage stationnaire. On récupère une batterie qui a encore un usage potentiel. Dans certains cas, on a des batteries qui n'ont même pas perdu 20% de leur capacité à la fin de la vie du véhicule. Ce qu'on considère quand même globalement, c'est que, si je me souviens bien, autour de 300 000 km à peu près, 300 000 km, la batterie commence un tout petit peu à baisser. 300 000 km. Okay. Donc voilà. Après, donc, on a l'étape seconde vie. Donc là, on fait du stockage stationnaire. Et après, il y a la partie tout simplement recyclage. Et comme c'était très bien dit dans le reportage que vous avez diffusé, aujourd'hui, on a une directive européenne qui impose du recyclage à hauteur de 50% des batteries. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de recycler jusqu'à 95% des composés des batteries. Des batteries lithium-ion qui sont généralisées. Voilà. C'est la technologie la plus, voilà. la plus généralisée. Et ce recyclage-là, d'après les annonces qui ont été faites par les industriels fin 2018, en fait, peut se faire à l'infini. C'est-à-dire que en fait, vous récupérez les composants, vous refaites des cellules, vous les remontez dans les packs batteries, vous les remettez dans le véhicule, ça fait son cycle de vie et vous récupérez à nouveau. Ça veut dire que derrière, on s'extrait aussi de la partie extraction minière. Pour améliorer du coup le bilan environnemental, travailler sur la batterie, c'est quand même un axe majeur. On a parlé du recyclage pour limiter les impacts dus à l'extraction. On a parlé efficacité énergétique des usines. Quel autre axe de travail on a pour améliorer ce bilan environnemental? Il y a un axe qui pourrait être la maximisation de l'usage en fait, du véhicule électrique. Parce que comme on le disait, dès lors qu'il roule, en fait, il amortit sa dette carbone par rapport au véhicule thermique. Donc on a tout intérêt à l'utiliser beaucoup, d'autant plus qu'il est économe en termes pécuniaires à l'utilisation. Donc partager les véhicules électriques, les utiliser pendant plus de 20 ans, tout ça c'est des très bonnes idées pour tirer le maximum du bénéfice environnemental qu'ils permettent. Alors partager le véhicule électrique, est-ce que par contre, le véhicule reste dans la tête des consommateurs comme un objet de liberté, où on a chacun sa propre voiture. Est-ce que la notion de partage du véhicule est suffisamment mature pour que ça vienne vraiment améliorer les bénéfices du véhicule électrique aujourd'hui? Alors moi, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a eu une étude qui est sortie par un cabinet de conseil sur une étude internationale sur les comportements de consommation en fait, des transports. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la partie autopartage, c'est-à-dire déjà free floating et autopartage, en fait, plus on passe dans les nouvelles générations et plus la possession du véhicule est moins importante et plus le fait de mettre en location son propre véhicule ou de ne pas avoir de véhicule et de prendre des véhicules en free floating est quelque chose d'assez facilement accepté. Donc on voit quand même une évolution de fond là-dessus. Après, la problématique qui se pose, c'est toujours l'adéquation entre l'endroit où on vit et ses besoins de mobilité et l'offre de mobilité. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas s'arrêter au simple prisme mobilité électrique. C'est une réflexion plus globale en fait sur la mobilité, les services de mobilité qu'on offre à la population. Quel est le frein le plus, ou l'idée reçue peut-être, qui freine encore les acheteurs de véhicules électriques, à votre avis? Alors sur l'aspect environnemental, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le fait que le poids carbone d'un véhicule électrique n'est pas forcément plus favorable qu'un véhicule thermique. Donc ça, il faut être très clair pour le cas de la France. Le véhicule électrique est beaucoup moins émetteur que le véhicule thermique. Après, il peut y avoir des freins qui sont liés à l'anxiété par rapport à la portée de nos déplacements, par rapport à l'accessibilité des points de recharge, l'autonomie du véhicule, etc. Mais pour revenir à l'aspect environnemental, je trouve ça très bien qu'il y ait ces problématiques qui montent sur l'empreinte carbone des batteries. Et j'aimerais bien qu'on ait la même réflexion sur l'empreinte carbone des batteries qui sont dans nos téléphones, dans nos terminaux informatiques, de l'empreinte carbone du numérique en général, qu'on ait la même vigilance vis-à-vis de ces activités-là qu'on peut l'avoir vis-à-vis des batteries dans les véhicules électriques. Et ce que j'aimerais voir naître aussi, c'est un label finalement qui serait le cahier des charges à respecter pour les véhicules mis sur le marché européen, par exemple, en termes environnementaux, mais aussi éthiques. On l'a un peu évoqué, les conditions d'extraction de certains minerais dans les pays d'Afrique notamment sont déplorables. Et il faudrait bien qu'il y ait un cahier des charges standardisé au niveau au moins européen pour qu'on évite ce genre de cataclysme humain.
Et l'idée serait que le label soit apposé sur des véhicules qui répondent à un maximum de critères à la fois éthiques et... Alors ça pose des problèmes de traçabilité, effectivement, parce qu'il y a une myriade de chaînons dans la chaîne de valeur complète. Mais je pense qu'actuellement, on a quand même les moyens de mettre en œuvre ce type de standard pour avoir des labels sur la base du volontariat au début. Mais il faut que les consommateurs appellent à l'utilisation de ce label sur un véhicule électrique dont la fabrication soit irréprochable. Ça n'existe pas encore. À ma connaissance, non, pas encore. Mais... Bon, ben, on lance l'idée alors, du coup. Il y a des travaux aussi qui débutent au niveau européen sur tout ce qui va être éco-design des batteries. Et du coup, ça appelle derrière des questions sur la révision de la directive batterie qui date de 2006, si je me souviens bien. Il y a peut-être un petit peu des choses à revoir. À mettre à jour. Voilà. Globalement, on voit quand même une tendance à vouloir réouvrir des travaux sur ces questions au niveau européen. Et typiquement, les idées de label peuvent aussi servir d'expérimentation et venir alimenter les débats aussi pour avoir une approche européenne du sujet. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Actu Environnement.